Bonjour à vous. Alors, fin du cours sur les lois normales. On va s'intéresser à l'utilisation de la loi normale pour faire une approximation d'une loi binomiale. Alors déjà, je vous ai mis deux activités de présentation pour comprendre de quoi on parle. Voilà, donc première activité. Ici, j'ai le nombre de lancers. Imaginons que j'ai une loi binomiale avec un lancer de pièces. Je lance 40 et je répète 41 fois comment dire, l'expérience aléatoire. Et là, j'ai la probabilité associée à cette expérience. Donc déjà, vous pouvez remarquer, là j'ai fait un histogramme. Ce serait la densité. Et je remarque qu'elle ressemble à une courbe en cloche. Et ceci, quelle que soit la valeur que je vais prendre. Par exemple, si j'augmente la valeur de P, vous voyez, ça se déplace, ça diminue en hauteur, puis ça remonte, etc. Et je m'aperçois que, en fait, la densité de probabilité associée à une loi normale, c'est la surface qui est sous la mesure de la surface qui est sous la courbe. C'est l'air sous la courbe. Or là, si je fais le calcul, eh bien, je m'aperçoit qu'il y a des petits trous ici, là et là. Et je m'aperçois aussi que si je fais la même chose avec la loi binomiale, je vais calculer l'aire des rectangles et je vais les additionner. Du coup, je m'aperçois que les rectangles sont des fois en dessous, des fois au-dessus. Donc, il y a une petite erreur qui se fait. Si j'augmente le nombre de répétitions de mon expérience aléatoire, jusqu'à 100 par exemple, eh bien, on s'aperçoit que les trous, là, les petites erreurs, les morceaux qui sont dessus, les trous qui sont dessous, eh bien, ils diminuent en taille. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça veut dire qu'on pourrait effectuer un calcul de probabilité à l'aide d'une loi normale au lieu d'utiliser une loi binomiale. Deuxième activité que je peux vous montrer, alors ça c'est pas moi qui l'ai fait, hein, mais comme elle est très bien faite, autant réutiliser. Donc on retrouve le même phénomène, c'est-à-dire j'augmente la valeur de P, voilà, je mets la valeur de P que je veux, puis ici j'augmente les valeurs de N, où j'ai diminue, voilà. Alors pour que ça soit plus flagrant, dans l'activité qui est là, on détermine par le calcul, on choisit la valeur que l'on veut. Alors, ici, on va se mettre entre, on répète 67 fois, donc entre 42 et 49. On s'aperçoit que le calcul qui est là, avec une loi binomiale, ben, ce calcul-là correspond à l'aire de tous les rectangles qui sont en rose foncé, là, si vous les voyez en rose évidemment, ce qui nous donne une probabilité de 0,69, etc. Et on s'aperçoit que si on utilise une loi normale, bon, on rentrera dans les détails un petit peu plus tard, hein, mais si on utilise une loi normale pour épouser cet histogramme, on s'aperçoit qu'en utilisant cette loi normale pour calculer la probabilité, la même probabilité, bon, avec quelques ajustements dont on reparlera juste après, on trouve une valeur de 0,63. Donc on n'est pas très loin de 0,69. Voilà. D'où l'idée de se dire, bien, on peut essayer d'utiliser une loi normale pour faire des calculs concernant une loi binomiale. Alors vous allez me dire, pourquoi ça? Bah, tout simplement parce que historiquement, quand on calcule une loi binomiale, on calcule des coefficients binomiaux. Et les coefficients binomiaux, pour les calculer, il y a ce qu'on appelle des factoriels, des produits de nombres entiers, et ça grimpe très vite. On arrive à des nombres très grands, à tel point que la calculatrice, à certains moments, ne peut plus calculer ces valeurs-là. Donc il faut bien trouver une solution quand on ne peut plus faire le calcul. Eh bien, là, on a une solution à notre disposition. On a une table, si on n'a pas de calculatrice, on a une table qui correspond à la loi normale centrée réduite. Autant utiliser cette table pour trouver les valeurs approchées. Alors effectivement, on va faire des erreurs, mais on va minimiser ces erreurs-là. Plus on augmente la valeur de n, et plus on va minimiser.
Alors, on retourne dans le cours. Qu'est-ce qui permet d'affirmer tout ça? Eh bien, on a un théorème qui s'appelle le théorème de Moivre-Laplace, de deux mathématiciens qu'on a déjà rencontrés, en tout cas Moivre, quand on a parlé de l'exponentielle, il y a les formules de Moivre. Qu'est-ce que dit ce théorème? Alors, il est écrit d'une certaine façon. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Soit xn une variable aléatoire, elle est indicée, hein, qui suit une loi binomiale de paramètres np. Donc cette variable, elle dépend de n. Alors pour tout réel a et b, ce sont les bornes de l'intervalle sur lesquelles on va calculer, la limite quand n tend vers plus l'infini de la probabilité de ce calcul-là compris entre a et b, elle est égale à l'intégrale de a à b de la fonction densité de la loi normale centrée réduite. Donc la fonction de Laplace-Gauss. Alors, on va décortiquer un petit peu cette formule et essayer de comprendre le lien qu'il y a entre cette formule et ce qu'on vient de faire. Déjà, premier rappel, si une variable suit une loi binomiale de paramètres np, alors on sait calculer l'espérance et la variance. Donc ça veut dire que l'espérance c'est np, et la variance c'est n fois p fois n moins p, ce qu'on appelle aussi q. Voilà. Donc le calcul qui est ici devrait vous rappeler quelque chose. Il devrait vous rappeler le changement de variable qu'on effectuait pour se ramener à une loi normale centrée réduite. On retire l'espérance, on divise par la racine carrée de la variance, c'est-à-dire l'écart type. Voilà. Donc le théorème indique que pour de grandes valeurs de n, la loi binomiale donne un résultat, puisque c'est un calcul de limite, hein, qui va être proche de ce qu'on obtiendrait si on utilisait une loi normale de paramètres np, np 1 moins p. Je vous rappelle qu'ici on a la variance, hein, un sigma carré. Voilà. Deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est que on aurait pu laisser ça avec z suivant une loi normale, celle qu'on vient de définir. Mais, comme je vous ai dit, on se ramène souvent à la loi normale centrée réduite, du coup on fait le changement de variable qu'on a déjà vu dans le cours. Donc on va prendre cette variable aléatoire, on va lui appliquer un changement de variable qui correspond au changement de variable qu'on a fait pour se ramener à une loi normale centrée réduite. Et quand on fait ce changement de variable, cette variable-là, cette nouvelle variable, eh bien sa probabilité d'être entre a et b est proche du calcul que l'on aurait si on faisait le calcul de la loi normale centrée réduite avec les bornes a et b. Voilà. Alors en pratique, on ne va pas prendre des valeurs trop faibles. En pratique, on utilise ce théorème quand n, c'est-à-dire le nombre de fois où on répète l'expérience est supérieur ou égal à 30, et lorsque np est supérieur à 5 et n facteur de 1 moins p est supérieur à 5. Donc ça serait l'espérance, et ça serait l'espérance de l'événement contraire en gros. Donc il faut que ça soit supérieur à 5. Voilà. Si on ne respecte pas ces conditions, bah déjà il y a certains cas où on ne peut pas appliquer cette formule-là. Et deuxième cas, l'erreur qui va être commise va être trop grosse pour qu'on puisse utiliser les résultats. Alors prenons un exemple pas à pas de ce qu'on pourrait vous donner. Ici je prends le cas où n égale 36 et p égale 0,5. Ce qui pourrait correspondre en gros à une expérience aléatoire dans laquelle on lance une pièce bien équilibrée, 36 fois. Voilà. Donc dans le cours on sait que si je pose x, une variable aléatoire qui correspond au nombre de succès, c'est-à-dire le nombre de fois où c'est tombé sur pile par exemple, eh bien ça suit une loi binomiale de paramètre 36,05. Alors déjà on vérifie évidemment que ça remplit les conditions d'utilisation de ce théorème, puisque n vaut 36, donc c'est supérieur à 30, et n fois p, ben ça fait 36 fois 0,5, donc 36 divisé par 2, c'est-à-dire 18, c'est bien supérieur à 5, et si on fait le calcul de n facteur d'un 1 moins p, comme p égale 0,5, 1 moins p fait 0,5 aussi, donc on a les mêmes conditions. Donc on est bien dans le cadre de l'utilisation de ce théorème. Alors prenons l'exemple suivant, on cherche à calculer la probabilité que le nombre de succès est compris entre 16 et 22 fois. On va déjà faire le calcul avec une loi binomiale, puisque la calculatrice elle permet de le faire, donc autant l'utiliser.
pour calculer P de x compris entre 16 et 22, on peut faire différentes façons. On peut aussi se ramener à la fonction de répartition. Oui, c'est ça. Fonction de répartition. Donc P de x inférieur à 22 moins P de x inférieur ou égal à 15. Faites attention, quand on calcule P de x inférieur ou égal à 22, je vous rappelle c'est une notation qui dit que c'est la probabilité que x soit égal à 0, à 1, à 2, à 3, à 4, jusqu'à 22. Du coup, si je retire tous ceux qui sont inférieurs ou égal à 15, je me retrouve avec juste les éléments qui vont de 16 jusqu'à 22. Donc ici, faites bien attention, j'ai pas mis le même nombre. Différence entre continu et discret, inférieur ou égal, n'ont pas d'importance sur le continu, mais dès qu'on est sur le discret, égal, bah, c'est pas nul la probabilité, donc du coup, il faut faire attention. Bon, on prend notre calculatrice, on utilise la fonction qui va bien, et on trouve une probabilité pour que x soit compris entre 16 et 22 de 0,73 1234. Voilà. Bon. Si je représente avec un histogramme, je m'aperçois que, ben voilà, j'ai mon histogramme de ma binomiale, et puis j'ai en rouge ma loi normale, donc ici la densité de cette loi normale. Bon, on a mis ici sur le graphique les différentes valeurs. Le 18 est au centre, hein, c'est l'espérance, donc on est bien centré autour de l'espérance. Et en dessous, on a le changement de variable qu'on propose. Alors, déjà une première remarque, on s'aperçoit que, et on l'a déjà vu tout à l'heure, que les nombres, ils sont pas sur les bords du rectangle, ils sont en plein milieu. Ça veut dire que si je veux calculer la probabilité que x soit égal à 16, ça correspond à l'aire du rectangle qui est ici. Si je veux la probabilité que x soit égal à 17, eh bien c'est l'aire du rectangle qui est ici, et ainsi de suite. Donc du coup, si je veux être entre, par exemple, 16 et 22, ce que je vous ai demandé, eh bien, le rectangle ici, il est plein. Mais moi, le 16, il est au centre. Du coup, si je calcule avec une loi normale entre 16 et 22, j'ai le demi-rectangle ici qui est en moins, et le demi-rectangle ici qui est en plus. Donc, il va falloir faire attention que si on veut avoir des résultats qui soient relativement proches, il va falloir rectifier la valeur de 16 et se mettre à 15,5, puisqu'on a 0,5 ici et 0,5 là. Donc ici, là, sur le bord, on est à 15,5. Et ici, il va falloir prendre le rectangle en entier. Du coup, il va falloir aller chercher la valeur ici, l'image qui se trouve ici, et ça, c'est 22,5. C'est ce qu'on appelle une correction de continuité. Voilà. Alors, on reprend le changement de variable qui nous est proposé. X moins np divisé par racine de np fois map. Je vous rappelle que ici, j'ai fait une erreur. np égale 18, enfin n égale 36 et p égale 0,5. Donc on fait z égale x moins 18 sur 3. Et on veut calculer la probabilité que x soit compris entre 16 et 22, ce qui correspond à la somme des p de x égale à 16, plus p de x égale 17, etc. jusqu'à 22. Qu'on pourrait noter aussi comme ça. Quand on arrive ici, on va d'abord faire un premier changement, une première approximation, enfin une rectification des valeurs qui sont les bornes. Donc je vous ai expliqué, correction de continuité, on va se mettre à 15,5 et 22,5. Et ensuite, on fait le changement de variable. Donc on va appliquer à x ce changement-là, et on va appliquer le même changement à toutes les bornes. C'est ce qu'on a fait dans les exercices précédents. Ce qui nous amène à 15,5 moins 18 sur 3 et 22,5 moins 18 sur 3. Ce qui, après simplification et calcul, donne moins 2,5 sur 3. J'ai laissé volontairement le calcul sans simplifier. Et 1,5 puisque ça tombe juste. Et à partir de là, on utilise notre loi normale centrée réduite puisque z suit une loi centrée réduite. Enfin, loi normale centrée réduite. Du coup, quand on calcule avec la calculatrice, on trouve 0,73, 0,8, etc. Donc je vous remets le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure. On s'aperçoit qu'à 10-2, bah, on est quand même assez près. Donc ici, n est égal, non pas à 18, hein, là il y a une petite erreur, mais 36. Vous voyez que déjà, on arrive à une correction, une approximation, pardon, de cette loi binomiale à l'aide d'une loi normale, qui est à 10-2. Voilà. C'est un résultat intéressant. Donc ça veut dire qu'en gros, quand on a des lois binomiales, on peut, quand n est grand,
se ramener à une loi normale. Ce qui fait des lois normales, des lois intéressantes, puisqu'elles sont plus utiles. Voilà, j'espère que vous avez à peu près compris de ce que je vous ai présenté aujourd'hui. L'essentiel étant de retenir que notre loi binomiale peut être approchée par une loi normale, dont les paramètres sont donnés. Voilà. Pour le détail des calculs, si vous avez des questions ou même sur le cours, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.